Le REM vient tout juste d'ouvrir son antenne vers Deux-Montagnes, maintenant du centre-ville à Deux-Montagnes, ce qui fait plus que tripler son trajet. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que de vivre à proximité du REM va augmenter la valeur de votre propriété et par le fait même, peut-être augmenter vos taxes foncières? Avant d'en parler, si jamais l'immobilier résidentiel vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. On parle de tout ce qui est en lien avec l'immobilier résidentiel du Grand Montréal, que ce soit la Rive-Nord, la Rive-Sud, l'île de Montréal, des condos, des plex, les unifamiliales, les tendances de marché, les prévisions de marché, tout est couvert. Et si jamais vous voulez parler d'immobilier, cliquez sur le lien en dessous de la description afin de prendre un rendez-vous directement dans mon agenda pour une conversation un à un. Ça me fait plaisir, c'est gratuit, c'est sans engagement que vous vouliez vendre, acheter ou juste avoir une question d'ordre immobilier. Alors maintenant, on parle du REM. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais si jamais vous achetez une maison et vous faites des travaux très importants, vous construisez un nouveau bâtiment, une nouvelle maison, un petit condo, un plex, à proximité d'une station du REM, la municipalité va vous charger une taxe spéciale additionnelle qui va être remise au REM. Puis la logique de ça, c'est que le REM, ce qu'ils disent aux autres, c'est comme vous êtes à proximité d'une nouvelle station qui n'existait pas, bien, grâce à nous, votre immeuble va prendre de la valeur et dans le fond, on vient prendre notre cote sous forme de taxe. Alors, c'est assez logique de penser, ben oui, on est près d'une station de métro, on est près d'une station de train, normalement, notre immeuble vaut plus. Mais la question doit être posée parce que c'est moins évident que vous pensez. Fait que l'idée de l'exercice aujourd'hui, c'est de démystifier l'impact de proximité d'un transport en commun, parce qu'on le vit en ce moment avec l'ouverture du REM, sur la valeur immobilière. Mais gardez en tête, et c'est très important pour nous comme conseiller immobilier quand on vous conseille, quand vous faites un investissement immobilier, oui, il y a un investissement, il y a une portion financière qui est très importante. Quand on achète un condo, pas qu'il y a des problèmes, puis des cotisations, puis un paquet d'affaires. Alors, on essaie de vous protéger, mais l'investissement dans votre qualité de vie doit absolument primer. Donc, aujourd'hui, on va parler de valeur financière, d'impact de valeur financière, mais évidemment, si pour vous, la proximité d'un train est absolument importante, bien ça doit absolument se refléter dans vos recherches immobilières. Alors, pour faire un petit topo rapide sur le REM, la nouvelle antenne qui vient d'ouvrir à partir du centre-ville, on sait que Brossard à centre-ville, ça fait depuis août 2023 que le train roule, mais le reste de l'antenne avait ces trains-là que vous voyez à l'écran qui ont arrêté de travailler, de fonctionner en 2020. Donc, ça fait quand même assez longtemps que toute la desserte nord de Ville-Montréal jusqu'à Deux-Montagnes, il n'y avait aucun service de transport en commun à part les autobus. Puis, croyez-moi, si vous partez de Deux-Montagnes en autobus, là, le transport est pas mal plus long qu'il était par l'ancien train. Mais l'ancien train, c'était un produit qui était très différent. C'était un train qui fonctionnait un peu mieux aux heures au rush hour, mais pas tellement à l'extérieur. Moi, quand je travaillais au centre-ville, je le prenais, puis t'en manquais un, mais il fallait que tu attendes une heure souvent avant de prendre le prochain. Il devenait très occasionnel, puis il avait tendance à arrêter de circuler assez tôt en soirée. Alors, c'était un service qui était agréable, mais il fallait vraiment se plier à cet horaire-là. Alors, le REM, évidemment, comme on connaît, change complètement la donne. C'est un transport constant, 20 heures par jour. On peut se fier. Il a été testé. Là, il y a quelques petits pépins au début, mais il a été testé quand même assez longtemps entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Alors, la nouvelle antenne vient d'ouvrir sur le mont de la station de Ville-Montréal. Puis, en termes de distance, là, on n'y pense pas, mais c'est énorme. Là. Vous avez une idée, là, c'était Brossard jusqu'au centre-ville de Montréal. Puis, regardez l'antenne qui vient d'ouvrir jusqu'à Deux-Montagnes, c'est énorme. Et là, prochainement, ils vont réouvrir cette antenne-là vers le West Island et en 2027 vers l'aéroport. Fait que la question se pose vraiment parce qu'on se dit, ben, j'habite le long d'une station, puis là, je vais pouvoir accéder à l'aéroport directement, aller à la station, et pas besoin de me payer un taxi, pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin de me changer. Dans le fond, si je me rends l'hiver, puis je suis capable de faire ma marche jusqu'à la station sans un manteau, après ça, j'ai pas de manteau, je vais rentrer directement dans l'aéroport. C'est quand même un avantage certain là, au niveau de son quotidien. Et la question qu'on se pose dans le fond aujourd'hui, c'est est-ce que la proximité du REM va se traduire ou se traduit déjà, on va regarder les graphiques, on va essayer d'appuyer l'argumentaire,
à une augmentation de la valeur foncière, de la valeur de votre patrimoine immobilier. C'est sûr que on pourrait penser qu'une voiture au Québec, là, en ce moment, si vous avez, pour chaque voiture que vous avez, en assurance, en entretien, en réparation, le coût moyen, là, total en énergie, que ce soit l'électricité ou l'essence, c'est à peu près 1300 par mois. Ça représente une hypothèque de 300 000 Donc, vous pouvez penser que si jamais j'habite près du REM, donc, j'ai peut-être pas besoin d'autant de voitures. Au lieu d'en avoir un pour chaque adulte, puis un pour les 2-3 ados, ben, on peut se retrouver avec peut-être juste une voiture, puis tout le monde va prendre le REM pour se déplacer. Ben, on peut peut-être aller chercher 300 à 600 000 d'hypothèques. C'est assez significatif en dollars en mensualité. Alors, l'équation mathématique se fait assez bien. Et le REM l'a fait parce que, comme je vous expliquais tantôt, il charge une taxe aux gens qui font des constructions à proximité des stations. Je pense que c'est 1 kilomètre autour de chacune des stations. Et puis, on le présume. Mais aux États-Unis, puis vous allez voir, tantôt, on va vous montrer les graphiques québécois, là, puis vous allez voir, la réponse, c'est peut-être pas si clair que ça. Aux États-Unis, il y a eu 2 publications récentes. C'est des méta-analyses. Les méta-analyses, c'est des analyses d'analyse. Donc, c'est des recherchistes qui vont prendre, dans le cas de celle-ci, c'est 114 analyses qui ont été faites par différentes municipalités, l'impact que des trains légers ont eu, ou trains lourds aussi dans certains secteurs, sur l'immobilier résidentiel autour des stations. Et c'est assez surprenant, mais à long terme, cette méta-analyse-là démontre qu'il y aurait peut-être une augmentation à court terme, mais qu'à long terme, l'augmentation des propriétés en proximité des stations, c'est uniquement de 2,3 Fait que c'est quand même assez surprenant parce que oui, c'est intéressant. Quand on est propriétaire immobilier, on va prendre tout ce qui passe, mais c'est pas significatif. C'est en moyenne un peu plus bas pour les unifamiliales qui sont très grosses où la densité est faible. Et quand on a, peut-être un peu comme à Brossard, les condos qui sont très près de la station du 10-30, où il y a beaucoup de densité, là, l'augmentation serait un petit peu plus élevée. Alors, il y a une autre analyse qui est différente, là, qui a utilisé les micro-secteurs, tout ça. Puis eux autres arrivent, puis encore une fois, c'est une analyse d'analyse. Donc là, quand on commence à parler de méta-analyse, les chiffres parlent beaucoup plus. Là, on n'a pas d'exception, peut-être à cause qu'une ville est très différente ou quoi que ce soit. On commence vraiment à avoir des moyennes qui ont une certaine logique. Et là, on arrive à quelque chose d'assez spécial. C'est certains secteurs, il y a une diminution de la valeur qui va aller jusqu'à 7,4 puis dans certains secteurs, on a des augmentations de valeur qui peuvent aller jusqu'à 9,6 sur une centaine d'analyses qui ont été faites. Alors, comment expliquer cette variation-là? Ben, c'est assez logique finalement qu'on y pense. C'est quand on est trop près des stations, trop près des rails, trop près du trafic qui est généré par les stations, par exemple, les gens qui viennent ramasser les gens qui débarquent des stations, peu importe. La lumière, le bruit, toute la pollution qui vient autour d'un train, même s'il est électrique, là, ça peut être du bruit sonore ou autre. Ben, dans le cas de certaines propriétés, ça en diminue la valeur. Puis c'est tout à fait normal d'y penser, là, même dans le secteur ici de Mont-Royal, quand on parlait du développement, puis il y a eu le lancement sur la Rive-Sud, puis là, il y a eu beaucoup de bruit dans Griffintown, puis tout ça, ben, Mont-Royal, c'est un quartier qui est très paisible. Là, il y a eu un peu une psychose qui s'est créée, parce que my God, si on est pour avoir ce bruit-là dans le secteur, le centre-ville, il y a déjà beaucoup de bruit, puis tout ça, là, mais ici, c'est quelque chose qui va se démarquer de façon significative. Bon, finalement, c'est pas aussi pire qu'on pensait, c'est quand même assez bien. Ils ont fait une image acoustique, puis tout ça. Mais c'est logique de penser que si on vous met quelque chose qui est très bruyant, qui est à côté de chez vous, ben, on peut perdre la valeur. Mais en même temps, ce que l'étude trouvait, c'est que quand il y a comme 2 zones, là, quand vous êtes à l'intérieur de 250 mètres, des fois de rails, là, il pourrait avoir une pression négative sur les prix si on a un train bruyant. Puis, par contre, si on est un petit peu plus loin, ben là, il y a une augmentation significative parce que là, on n'a plus le désagrément du bruit, du trafic causé par le train. Mais on a le bénéfice de pouvoir marcher, puis d'y rendre, puis de s'en servir. Fait que là, plus on s'éloigne, il y a comme une espèce de juste milieu où je comprends de la valeur, puis là, ben, si on s'éloigne trop, ben là, il n'y a plus vraiment d'impact. Fait techniquement, on devrait tomber à zéro. Alors, les analyses qui ont été faites aux États-Unis d'analyse démontrent, dans le fond, que la réponse n'est pas aussi évidente que ça. On ne peut pas simplement dire « Oui, j'habite près d'une station,
je prends de la valeur automatiquement. On parle de moyenne ici. Hein. Évidemment, là, il y a une des deux analyses qui a été produite en 2022, mais sur des études qui durent depuis 25 ans. Alors, évidemment, il y a 25 ans, le genre de train qu'on mettait en service était probablement beaucoup plus bruyant qu'aujourd'hui. Le type de rail, ça évolue assez rapidement. Là. Moi, j'ai été très surpris de la première fois que j'ai croisé un train du REM ici dans le quartier. Pendant que je marchais le chien, je me suis même pas rendu compte de la proximité du REM avant qu'il arrive littéralement très, très, très près de moi. Alors, c'est beaucoup plus silencieux. Fait que c'est sûr que si on tient compte de ça, peut-être que les pourcentages s'améliorent constamment, ou en tout cas, cette diminution-là de la valeur, probablement, est moindre. Il y a aussi l'emplacement d'un rail. Alors, là, nous, on sait qu'il y a on le voit, là, sur la Rive-Sud, comme vous êtes dans le coin de Griffintown, puis tout ça, le rail est surélevé, dans le West Island aussi, là, le long de la 40. Par contre, dans une bonne partie de Mont-Royal, où le rail, il est dans une tranchée sous terre, puis dans le fond, le toit du train est même plus bas que le niveau du sol. Pas pour toute la portion, mais une partie de la portion. Alors, évidemment, les bruits, les désagréments ne seront pas les mêmes. Alors, tout est fluide. Il faut vraiment faire une analyse micro là, quand on se pose la question en termes de sa propriété ou d'une propriété qu'on regarde. Mais il faut en tenir en compte. Là. Alors, maintenant, je vous montre un peu, justement, à Ville-Mont-Royal. On est dans le Vieux-Montréal, à peu près dans le centre-ville ici. On passe en dessous de la terre. Arrivé ici, on sort du sol. Et là, on tombe à l'extérieur. C'est l'exemple que je vous parle, c'est que toute cette portion-là, ici, elle est dans une tranchée. Là, on arrive au niveau du sol pour à peu près cette section-ci, à la sortie de la station. Puis là, on redescend dans une tranchée pour un bon bout après. Alors, dans un endroit comme ici, le REM devrait être relativement silencieux. Il ne devrait pas causer trop de désagréments, à part peut-être pour une petite portion qui est au niveau du sol, mais encore là, j'ai été très, très surpris. Il faut garder en tête qu'il y a 3 stations très rapprochées. Le fait qu'ils sont très rapprochés aussi, le REM probablement n'a pas une vitesse de pointe aussi importante que, par exemple, à Griffintown, là, sur des rails en hauteur. Alors, ça vous donne une idée là, du nouveau layout là, quand il sort, enfin, il arrive du centre-ville. Les stations maintenant qu'on a, c'est McGill, Université de Montréal, 2 stations à Mont-Royal, des stations immédiatement ici à Saint-Laurent, puis ça continue, puis ça va aller jusqu'à Deux-Montagnes comme ça, puis évidemment le West Island très bientôt. Alors, on avait tout parlé du fameux bruit que le REM avait fait et qui expliquerait peut-être une baisse de valeur, puis tout ça. Vous vous souvenez de cet article-là, là, ça avait fait le tour de tous les médias sociaux, puis tout ça. C'était une entrevue du Journal de la Gazette, d'où le logo ici. Là. Ce monsieur-là, il avait son téléphone, puis il essayait d'enregistrer le bruit, puis le nombre de décibels était très élevé. Puis je pense que même pendant l'entrevue, il a fallu qu'il prenne une pause parce que le REM en question a fait énormément de bruit. On fait limer les roues, une image acoustique qu'ils appellent. Ça semble avoir très bien fonctionné parce que là, les gens qu'on connaît qui travaillent, qui vivent dans le coin, n'ont pas ressenti énormément les désagréments par rapport à ça. Alors, on a quand même un bon produit au niveau du bruit, au niveau de son opération. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'avoir une horaire pour savoir pour ses rentes, tout ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'un produit qui est quand même moderne, qui fonctionne fréquemment, à haute fréquence, va apporter de la valeur à l'immobilier. Tu sais, dans le cas vraiment du REM, on oublie les méta-analyses qu'on a vues. Alors là, je vous présente, dans le fond, des statistiques de valeur immobilière pour 3 secteurs. Deux-Montagnes par rapport aux bases Laurentides, Brossard par rapport à l'ensemble de la Rive-Sud et Mont-Royal par rapport à le prix de l'île de Montréal. Alors, on va parler d'unifamilial surtout, et parce que c'est les 3 plus grosses composantes dans les secteurs. À Brossard, il y a beaucoup de condos qui se sont bâtis suite à l'apparition du REM, mais il n'existait pas vraiment avant le REM. C'était essentiellement des bureaux, puis des entrepôts, puis tout ça qui était dans le secteur. Alors, pour avoir une historique, on va se rabattre sur les unifamiliales. Alors là, je vous montre Deux-Montagnes. Alors, la ligne en rouge, c'est la variation des prix à Deux-Montagnes. Vous comprendrez que comme il n'y a pas énormément de transactions, ce n'est pas un très gros quartier, il y aura des erreurs statistiques qui vont se faire. Des fois, si on a une très, très grosse maison à bordure de l'eau qui se vend, ben là, vous avez l'impression que les prix ont monté, mais simplement parce qu'il y a une grosse maison qui s'est vendue. Inversement, si jamais il n'y en a pas, puis beaucoup de petites maisons se vendent, on va avoir l'impression qu'il y a des baisses de prix. Alors, il faut essayer de deviner un petit peu la tendance à travers ces fluctuations-là. Puis, les prix en blanc, ce sont les prix moyens, l'augmentation des prix des unifamiliales dans les basses Laurentides. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a ramené ça à une valeur de 100 $ pour 2015 pour vraiment comparer la performance relative
des deux. Donc, c'est comme si on se dit, j'avais investi 100 $ dans une maison dans les Basses-Laurentides, puis j'ai investi 100 $ dans une maison à Deux-Montagnes. Ben, au final, est-ce qu'un des deux investissements aurait donné plus d'argent? Alors, on voit qu'au final, ça se ressemble pas mal. Là, on est à 200, je pense que c'est à peu près 5 5 ou 8 $ de différence au dernier mois ou à l'avant-dernier mois. Donc, c'est très près. Mais on peut deviner que quand la croissance de la valeur est arrivée, surtout, on voit que c'est assez plat comme croissance aux Deux-Montagnes jusqu'à la pandémie. Là, puis là, on voit qu'on prend le pente. Il y a eu un léger rebaissement avec les taux d'intérêt qui ont monté. Puis là, on l'a repris vers la hausse. Mais on peut deviner que, tu sais, on suivait quand même assez bien. Puis là, on devine un petit peu que Deux-Montagnes semble sortir un peu plus fort. Là, si on fait la moyenne des points rouges, ils sont soit égales à peu près souvent ou supérieurs à la ligne blanche. Donc, ça veut dire qu'un 100 $ investi à Deux-Montagnes est rentable, est plus rentable que l'ensemble du marché de la rive nord. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut garder en tête qu'on a fermé l'ancien train, parce qu'il y avait un train là, qui partait du centre-ville, qui s'en allait jusqu'à Deux-Montagnes depuis quand même assez longtemps. On l'a fermé fin 2020, décembre 2020. Et là, à partir de ce moment-là, les gens avaient plus d'accès au transport. Et on voit une augmentation de la valeur à Deux-Montagnes. Il faut garder en tête que c'est pas le REM qui est le seul facteur influençant l'immobilier. Alors, c'est multifactoriel, évidemment, mais on essaie de voir si ça peut pas avoir créé des différences. Peut-être dans l'anticipation, le fait parce que là, vous comprenez qu'il a été livré pas mal en retard, là, donc c'est pas supposé prendre autant de temps que ça avant de retourner. C'est supposé être lancé en 2023. Là. Donc, les gens se sont dit, peut-être que je devrais investir à Deux-Montagnes parce que le fameux train s'en vient. On a fermé l'ancien train, donc c'est réel. C'est pas juste une promesse gouvernementale, là, comme il s'en fait beaucoup, puis qu'on n'entend plus jamais parler du projet. Alors, peut-être que à ce moment-là, on a vu une surperformance du marché. Mais pour une cote Deux-Montagnes, ça semble ressembler un petit peu aux 2 à 7 % qu'on peut extrapoler un petit peu des autres études d'augmentation de performance par rapport au reste du secteur. Alors, ça viendrait confirmer un petit peu les analyses. Brossard, c'est une autre histoire. Premièrement, Brossard, il faut se reculer dans le temps. Ça fait quand même un bon bout de temps que le REM fonctionne. On voit là que ça a ouvert en août 2023, donc dans le milieu de cette période-là ici. Ça avait été annoncé quand même en 2016, le projet. Les travaux avaient commencé quand même. Le pont avait été refait. Il y a beaucoup de choses qui avaient été faites. Donc, on voit quand même, pendant une certaine période, une surperformance de Brossard en rouge ici sur l'ensemble de la Rive-Sud. Et ça allait plutôt bien jusqu'à la fin de la pandémie. À la pandémie, on revient après à la même chose. Puis, beaucoup de variations là, qui sont peut-être des erreurs statistiques, mais autour de l'ouverture du REM. Mais depuis, pas vraiment de surperformance. Alors, dans le cas de Brossard, ça n'a pas donné énormément les effets escomptés. Est-ce que, comme je vous dis tantôt, il y a d'autres facteurs. L'immobilier, c'est multifactoriel. Donc, il faut garder en tête, mais il y a quand même, en plus du REM, parce que là, le REM aussi, ça ne fait pas juste attirer des logements. Là. Ça attire des commerces, ça attire des nouveaux commerçants. Le centre d'achat du S30 se porte probablement mieux, plus d'activités, plus tout ça. Puis peut-être que ça crée des agréments. Puis dans ce cas-ci, on a une performance qui est négative. Comme je vous dis, c'est pas juste le REM, mais c'est possible que ça le soit. Et là, on regarde dans le centre, Mont-Royal. Bien là, évidemment, il y a un autre facteur qui joue. Val-Montréal, c'est un quartier qui est beaucoup plus dispendieux que Brossard ou Deux-Montagnes. Donc, on est dans un marché plus de luxe. Là, ça, depuis la fin de la pandémie, c'est difficile. Ça avait commencé à aller un peu mieux l'an dernier, là, avec l'histoire de tarifs, puis l'économie, puis tout ça. Puis comme personne n'est obligé de se payer du luxe, dès qu'il y a des incertitudes économiques, le luxe a tendance à sous-performer. C'est ce qu'on voit clairement ici. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler d'impact de REM en date de maintenant. C'est difficile de le deviner parce que si on compare à Hempstead, à Outremont, à Westmount, on voit des patterns qui sont similaires. Dans le cas de Mont-Royal, en ce moment, je pense que l'impact du REM est nul. Par contre, si on retourne dans l'histoire, Mont-Royal a été créé
par le train. L'idée, le tunnel qui passe dans la montagne, là, c'était des promoteurs immobiliers du CNR qui avaient décidé, qui avaient acheté des terrains de melons, des fermes de melons de ce côté-ci de la montagne. Puis c'est-à-dire, on va tout construire un quartier résidentiel. Puis pour donner de la valeur à ces terrains-là, on va percer un trou dans la montagne, puis on va amener un petit train qui va amener les gens dans leur quartier puis au centre-ville. Donc, c'était l'idée de créer une valeur rapide. Donc, ce train-là, qu'aujourd'hui est emprunté par le REM, avait été créé pour Ville-Montréal. Ville-Montréal a toujours été connue comme une ville avec un train qui amène, puis c'était pour la première fois de son histoire qu'il n'y avait pas de transport qui amenait les gens au centre-ville directement. Et là, maintenant, c'est le REM. Je l'ai pris, c'est moins de 10 minutes avant d'arriver au centre-ville. C'est excessivement rapide. Maintenant, ça dessert les deux universités, McGill et l'Université de Montréal. C'est vraiment quelque chose. Donc là, il est fort possible que ça redonne à Montréal son attrait d'antan, parce que ça a toujours été un attrait dont on ne parlait plus, un immobilier, nous autres, parce que c'était retardé depuis très, très, très longtemps, puis bien les gens n'y croyaient pas. Et maintenant, l'histoire de bruit qui a créé une psychose un petit peu semble s'évaporer. Alors, c'est possible qu'on voit un effet. On ne le voit pas aujourd'hui. Comprenez qu'au moment où cette vidéo-là a été tournée, ça fait même pas une semaine que le REM a ouvert son antenne vers Deux-Montagnes. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que Montréal a été affecté positivement par ça parce qu'il ne surperforme pas. J'aurais pu vous présenter un graphique où on le compare à Outremont, Westmount, Amstead et d'autres secteurs de Montréal. Et vous verriez que même à la limite, on le voit même dans certains cas, Montréal aurait peut-être un petit peu performé un peu moins. Donc, pas d'impact pour Montréal pour le moment. Donc, on voit que peut-être Deux-Montagnes, ça serait un des facteurs qui expliquerait la surperformance. À Brossard, on pense peut-être avoir eu une performance positive au début. Puis maintenant, ça se serait effacé pour d'autres critères. Alors, je pense que ce qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que les moyens de transport, c'est bon. Ça peut dynamiser un quartier. Par exemple, ici, dans le secteur de Mont-Royal, c'est assez dortoir, là, Mont-Royal. Là, donc, ça se peut que peut-être il y a quelques restaurants qui vont ouvrir, il va y avoir peut-être plus de commerce, ou les commerces qui sont là vont être un peu plus dynamiques. Ça peut améliorer une qualité de vie. Mais en termes de valeur immobilière, c'est pas clair que si vous achetez à proximité d'un moyen de transport, vous allez automatiquement avoir un accroissement de la valeur immobilière qui va battre d'autres secteurs. Alors, chaque secteur offre certains avantages et la proximité d'un train, ce n'est pas nécessairement un gage de valeur immobilière. Alors, c'est à retenir dans vos sélections. Maintenant, on garde toujours en tête que l'immobilier résidentiel, c'est avant tout un investissement dans votre qualité de vie, avant même un investissement financier. En fait, c'est les deux. Mais la portion qualité de vie, en tout cas dans ma vision, dans notre vision de l'équipe ici, là, c'est que ça doit toujours primer. Donc, c'est vraiment important de mettre ça de l'avant. Donc, c'est pour vous la capacité d'aller dans le train parce que vous travaillez au centre-ville, puis c'est de station à station, c'est très rapide, puis tout ça, pour vous, c'est important. Bien, n'hésitez pas à y donner la valeur. Là. Mais on fait la vidéo aujourd'hui pour vous expliquer, vous comprendre que si vous faites ce choix-là, vous le faites pour vous, pas nécessairement pour l'investissement financier, parce qu'à date, c'est pas concluant. Alors, je vous remercie. Encore une fois, si vous voulez discuter immobilier, s'il y a d'autres éléments dans la sélection d'une propriété qui vous intéressent, ou si vous vendez une propriété et vous pensez peut-être qu'il y a un projet qui s'en vient, ça pourrait affecter ou non la valeur de votre propriété, puis vous voulez en discuter, vous pensez acheter ou vendre, quoi que ce soit, vous voulez discuter immobilier avec moi, mais vous avez simplement à cliquer sur le lien en bas de la vidéo, prendre un rendez-vous directement dans une plage qui est disponible dans mon agenda. Ça va me faire plaisir de prendre une demi-heure, de discuter. Ça peut se faire en visioconférence ou au téléphone. On va parler d'immobilier, peu importe. C'est toujours gratuit et sans aucun engagement. Alors, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à suivre notre chaîne.